Ok, et ben, je vous propose de débuter. Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui sur ce temps de midi. Donc, comme l'a dit Aïna, moi je suis Saint-Rémy-Auteur, donc je travaille au laboratoire Sens et à l'UFR STAPS de Grenoble. Et depuis maintenant quelques années, mon sujet de prédilection, c'est entre autres l'étude du burn-out sportif. Donc, ça a commencé en 2006, donc sur mes travaux de recherche quand j'étais étudiante, que j'ai pu réaliser en collaboration avec la Fédération française de handball, et depuis j'ai continué à m'intéresser à ce sujet, à m'investir dans un petit peu la compréhension de ce qu'est le burn-out sportif, de ce qui va faire qu'on va avoir des symptômes de burn-out qui vont apparaître, et puis plus récemment aussi à quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place dans une perspective un peu préventive. Pour débuter aujourd'hui, je voulais juste rapidement vous passer une petite vidéo. Donc burn-out sportif aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'inconnu. Donc il y a 20 ans en arrière, c'était un sujet qui était dont j'avais besoin de beaucoup parler, voilà, parce qu'on n'en entendait pas trop parler dans le milieu sportif. Alors aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, on en entend de plus en plus parler. Pour donner un peu un exemple et vous montrer à quel point c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le sport de haut niveau, j'ai un petit extrait de Martin Fourcade, donc qui date de 2019, donc ça commence à remonter un petit peu. Très heureux Antonin, il a su saisir sa chance, il a eu une courte assez vite ce qui était derrière moi, donc c'est pour dire aujourd'hui. Ouais, heureux pour lui. Après, forcément, de mon côté, c'est difficile et forcément, dès que je le coup, chaque jour un peu plus, j'ai l'impression que c'est un tout enfant qui est sous mes pieds en ce moment et voilà, c'est un peu le même bilan qu'après l'individuel, qu'après le relais. Voilà, j'ai donné énormément en début de saison pour rester au meilleur niveau, pour être numéro 2 mondial, malgré une forme physique qui répondait pas comme je voulais. Je pense que j'ai puisé très loin mentalement. Ça a été extrêmement dur sur le coding mental notamment et sur l'étape de Nové Mesto, parce qu'il y a eu une perte voilà, j'ai perdu mes illusions quant aux objectifs que j'ai fixés. J'ai aussi eu du mal à me faire plaisir sur les skis avec un niveau qui était loin de ce que j'avais l'habitude de faire, et je pense que ça m'a coûté énormément. J'ai décidé de faire un break sur le mois de février pour revenir ici avec cette volonté de faire la différence. Malheureusement, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Je suis tombé malade et j'ai eu vraiment des sales journées pendant ce break. Voilà, j'ai réussi à remettre le peu d'énergie que j'avais sur le début de mondiaux, avec une 6e place sur le sprint et une 5e place sur la poursuite. Et je crois que depuis, j'arrive plus à, bon voilà, ma tête n'arrive plus à prendre le dessus sur le corps qui répond pas, et ça me coûte à chaque fois. Et aujourd'hui, c'était un calvaire sur la piste. Donc ouais, c'est une seule période sportivement, parce qu'on met énormément d'intensité. Je parle beaucoup avec la psychanalyse. C'est une seule période sportivement parce que forcément, je me suis beaucoup donné. J'ai mis beaucoup d'investissement dans cette nouvelle saison avec ce nouveau staff, auquel je voulais montrer qu'il y avait des belles choses à faire et que les jeux avaient en rien entamé ma motivation. Donc je pense que je me suis énormément donné sur cette préparation. Et voilà, malheureusement, je ne sais pas si c'est que ça, mais en tout cas, j'ai l'impression de payer cet hiver toute l'intensité que j'ai mis en amont. Donc c'est assez frustrant, c'est une sale période à vivre sportivement. Alors cet extrait, en fait, il y a des éléments un peu centraux qu'on va retrouver en fait tout au long de la présentation. Il y a assez intéressant justement dans ce sens-là, c'est qu'on va voir que il y a un peu toute la symptomatologie qui est décrite, et puis il y a aussi un peu les causes qu'on va pouvoir aussi aller examiner. Quand on regarde un petit peu en fait dans ce qui est un peu central, on voit que ressort beaucoup la notion de fatigue, à la fois physique et mentale. Donc là, on a en fait
l'historique, ça a débuté au JO de 2018 pour Martin Fourcade, où il y avait déjà cette fatigue qui était présente. Et puis là, donc c'est 2019, c'est à la suite de cette interview où on voit vraiment que lui, il identifie cette fatigue qui n'est pas que physique en fait, et qui vient aussi être très forte au niveau mental. Alors quand on va parler de burn-out sportif, du coup là on se dit ok, il y a cette notion de fatigue qui va être importante, mais c'est pas que de la fatigue physique et mentale. Donc pour essayer de s'intéresser un petit peu à ce qu'on va mettre derrière burn-out sportif, on a une définition dans le contexte sportif qui existe depuis 97, qui est celle qui est la plus reconnue, la plus utilisée, celle qui vraiment permet de décrire aujourd'hui le burn-out sportif, qui nous dit que c'est un syndrome qui est caractérisé par cet épuisement physique et mental durable, une diminution du sentiment d'accomplissement et des valorisations du sport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va retrouver cette fatigue physique, émotionnelle. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que cette fatigue, c'est pas juste lié à la pratique. C'est pas une fatigue normale entre guillemets. C'est vraiment une fatigue, même quand on a eu du repos, même quand on a eu de la récupération. Et c'est vraiment toute cette énergie qu'on a mis dans l'entraînement. Il en parle dans l'interview et qui, en fait, va s'évaporer et sans forcément donner de résultats. On va aussi avoir donc au niveau de la diminution du sentiment d'accomplissement, c'est vraiment ce côté, voilà, on a le sentiment que nos capacités elles sont plus là, même si on a été un sportif de très haut niveau. Donc Martin Fourcade, j'ai pas reprécisé, mais c'est un athlète qui a tout gagné pendant des années et des années. Donc là, c'est vraiment l'impression que en fait tout ce qu'on fait, ça suffit pas pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Et puis le dernier point, la dévalorisation du sport. Là, on est vraiment sur la dimension où on va presque se désintéresser de son sport, ou en tout cas de la compétition, de l'entraînement, et on va même aller jusqu'à remettre en question la signification qu'on donne à notre sport, donc quelque chose dans lequel on s'investit beaucoup. Donc ça, cette définition, celle qu'on va retrouver dans la plupart de la littérature scientifique dans le domaine sportif. Elle a un outil de mesure associé qui est celui qui est le plus utilisé. Sauf que cette définition, aujourd'hui, elle est un peu remise en question dans le sens où, au niveau de la notion de fatigue, d'épuisement, en fait, elle ne prend pas suffisamment en compte les différents aspects de la fatigue et qui sont pourtant centraux dans le domaine sportif. Donc la fatigue physique, oui, mais il y a aussi la fatigue émotionnelle, mais aussi la fatigue cognitive. Et c'est là où nous, on a essayé de travailler à qu'est-ce que la psychologie organisationnelle, donc la psychologie du travail, qui étudie le burn-out depuis très longtemps, peut apporter à la vision qu'on a dans le contexte sportif. Et donc là, on a des travaux qui, donc, effectivement, sont plus originaires du contexte du travail, mais quand on est sur des sportifs de haut niveau, il y a un certain nombre de similitudes que l'on peut retrouver. Et là, on est vraiment sur l'épuisement physique, émotionnel et cognitif qui résulte de cette exposition prolongée au stress, aux exigences sur le lieu de travail. Donc nous, on peut faire le parallèle avec le stress et les exigences qu'il y a dans le domaine de la pratique sportive. Donc on va retrouver la fatigue physique, ce manque d'énergie. On va retrouver la lassitude cognitive. Donc là, c'est vraiment la dimension où on a du mal à se concentrer, à réfléchir à des choses complexes. Chez les sportifs, par exemple, ça peut être des stratégies de course, ça peut être des stratégies en sport collectif que l'on doit appliquer, assimiler, etc. Et puis, on a vraiment tout ce qui est l'épuisement émotionnel qui va se rattacher aussi aux aspects relationnels. Ma relation aux autres et comment je gère une relation qui peut être difficile avec mon entraîneur, mes coéquipiers, etc. Alors, une fois qu'on ajoute ces deux visions de ce que peut être le burn-out, ça peut être difficile de savoir comment intégrer tout ça dans quelque chose d'un peu plus global. Et il y a une piste qui est intéressante et qui a été proposée récemment dans le milieu de la psychologie du travail et qui en fait nous semble assez intéressante pour prendre en compte à la fois la première vision et à la fois les différentes dimensions de la fatigue. C'est le BAT, donc le BAT c'est le Burnout Assessment Tool, et dans le développement de cet outil, les auteurs sont vraiment repartis des travaux issus des différentes conceptualisations du burnout. Ils ont essayé de synthétiser ça, d'intégrer tous ces éléments, et donc ils en arrivent au fait que le burn-out, il a vraiment une composante énergétique, donc cette dimension de fatigue, d'épuisement, mais aussi une composante motivationnelle qui se traduisent par le fait de plus pouvoir travailler ou plus pouvoir fournir d'efforts au travail.
Alors, dans cette conceptualisation, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, eux, ils vont identifier tout ce qui est symptômes principaux du burn-out et les symptômes secondaires qui vont apparaître en lien avec cet état. Dans les symptômes principaux, on va retrouver l'épuisement, qui va être toujours assez central. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent aussi la notion de contrôle cognitif, contrôle émotionnel, avec cette idée que dans les symptômes, il y a aussi ce côté où je peux avoir des problèmes d'attention, de mémoire, de concentration. Et au niveau émotionnel, ça peut être le fait de réagir de manière intense ou inhabituelle à des situations, par exemple quand il y a des conflits avec d'autres personnes, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont conservé aussi cette dimension de la distance mentale, le fait qu'on a envie, en fait, de prendre de la distance avec l'objet qui nous fait être en burn-out. Donc nous, on va parler plutôt du sport. Et c'est vraiment cette réticence, cette aversion pour le sport. Par exemple, on a des témoignages d'athlètes, des nageurs de très haut niveau qui ont fait un burn-out et qui rapportent que rien que l'odeur du chlore, c'est pas possible, je peux pas, faut que je fasse demi-tour. En arrivant à la piscine, je sens cette odeur de chlore et je suis obligée de repartir. Donc on est vraiment dans cette distance-là. Et on a vraiment ce retrait en fait, à la fois mental et physique du sport pour éviter en fait aussi le contact avec ce milieu-là. Ce qui est intéressant au niveau des symptômes secondaires, c'est que c'est des choses qui vont être très intimement liées au fait que si vous avez tous ces symptômes qui sont présents et qui sont assez forts, il y a de fortes chances que vous développiez en parallèle des symptômes de détresse psychologique, donc problèmes de sommeil, inquiétude, anxiété, des plaintes psychosomatiques avec ça peut être maux de tête, problèmes intestinaux, etc. Des choses qu'on retrouve qui sont aussi très liées au stress, et l'humeur dépressive. Donc là, humeur triste et incapacité à avoir du plaisir. Alors ce dernier point, il est intéressant parce qu'il me permet aussi de rebondir sur le fait que plusieurs chercheurs estiment que le burn-out, en fait, c'est une dépression. Et que ces deux choses-là sont identiques. Alors, en soi, quand on travaille sur le burn-out, on sait qu'on n'est pas en train de travailler sur la dépression. Il y a effectivement des similitudes et on le voit là en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien fort entre burn-out et dépression parce que quand vous êtes sportif de très haut niveau, que le sport prend une très grande place dans votre vie et que vous commencez à éprouver tous ces symptômes, forcément ça a une répercussion sur votre fonctionnement global et général. Mais on parle quand même de deux concepts qui sont distincts. Et c'est là où on voit par exemple dans les médias où c'est pas toujours séparé de cette façon-là. Donc je fais une petite parenthèse sur ces deux concepts. Donc est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de burn-out et de dépression? Oui, il y a des points communs. La fatigue, la détresse émotionnelle, le sentiment d'être déconnecté. Alors dans le burn-out, c'est déconnecté de son sport. La dépression, c'est d'être déconnecté complètement. Mais il y a aussi des différences sur notamment les causes du burn-out et de la dépression et sur la portée de des symptômes dans ces deux syndromes. Donc pour le burn-out, on est vraiment sur une réponse qui est spécifique au sport. Ça se développe dans un domaine. Donc on est en burn-out dans un domaine. Après, comme on a vu, ça peut avoir des répercussions par la suite quand c'est très présent sur d'autres domaines de sa vie. Mais au départ, c'est il y a beaucoup de stress, beaucoup d'exigences, des entraînements intensifs, et c'est ça qui fait que le burn-out peut se développer. Alors que la dépression, c'est une condition clinique de santé mentale qui affecte vraiment tous les aspects de la vie de l'individu. Un individu qui est en dépression, il peut pas fonctionner dans tous les domaines de sa vie, au travail, dans sa famille, au sport, etc. Dans le burn-out, on est vraiment sur des causes vraiment liées au stress physique, au stress mental, voire au stress social, qui va être lié à la performance sportive. Alors que dans la dépression, on est sur quelque chose de multifactoriel qui va inclure des aspects biologiques, psychologiques et environnementaux. Alors, au niveau du burn-out, la portée, c'est très lié à la motivation, à la performance et à l'engagement spécifiquement dans un domaine, alors que la dépression, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qui va toucher le fonctionnement global de l'individu. Au niveau des symptômes, on l'a vu, au niveau du burn-out, on est beaucoup sur un épuisement, de la dépersonnalisation ou de la prise de distance avec l'objet du burn-out, le sport, et de la diminution de performance, alors que dans la dépression, on est vraiment sur une humeur vraiment basse, des sentiments de désespoir, des symptômes physiques très marqués, changement d'appétit, etc. Et au niveau du traitement, on y reviendra tout à l'heure en ce qui concerne notamment le burn-out, sur les stratégies de prévention. Le burn-out, c'est vraiment centré sur de la récupération, que ce soit physique, mentale, et sur des techniques de gestion du stress. Alors que dans la dépression, on est quand même sur une maladie qui nécessite une intervention clinique, donc soit thérapie ou médicaments.
Donc, le burn-out, globalement, c'est une condition qui peut être réversible, alors que dans la dépression, c'est vraiment une problématique clinique qui va vraiment nécessiter un traitement approfondi. Mais un burn-out sévère, donc comme je disais, quand on a les symptômes de burn-out qui sont vraiment très élevés, ça peut évoluer en dépression. Et donc, on a vraiment un lien entre ces deux syndromes-là. Alors, si on revient un petit peu au burn-out et au pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au burn-out dans le contexte sportif, c'est tout simplement parce qu'il existe un certain nombre de conséquences physiques et mentales qui vont nécessiter de prendre au sérieux ce phénomène-là et aussi de pouvoir intervenir par la suite. Il y a une revue et une méta-analyse récente qui s'est intéressée à cette question. Alors je vois que j'ai pas mis la date, mais je crois que c'est 2023, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc cette revue, elle est intéressante dans le sens où déjà d'un point de vue méthodologique, elle est assez solide. C'est un gros travail qui a été fait. Ils ont inclus 54 études, donc ça représente en fait un pool de presque 14 000 athlètes, et ils se sont intéressés aux conséquences du burn-out et aux liens qui ont été montrés dans la littérature dans le contexte sportif. Donc là, on voit qu'il y a des conséquences au niveau de la santé mentale, donc sur les indicateurs négatifs, donc des liens avec la dépression, on l'a vu, mais aussi avec l'anxiété. Il y a aussi des liens qui ont été mis en évidence avec certains comportements addictifs, avec les insomnies, les troubles de l'humeur, la détresse psychologique, donc des choses plutôt voilà, négatives. Et puis on voit aussi que ça va impacter les indicateurs plus positif dans le sens où le burn-out a été lié avec une diminution de la satisfaction, de la vitalité subjective, de la qualité de vie globale. Et puis on voit aussi que le burn-out va avoir des conséquences sur la santé physique, donc une diminution de la santé physique perçue globale, des symptômes physiques et somatiques qui ont aussi été montrés, donc comme le proposait la conceptualisation d'avant, il y a des répercussions sur les troubles digestifs, les maux de tête, etc. Et un lien aussi avec la blessure sportive. Donc on va aussi retrouver ça. Et puis ce qui n'a pas été inclus dans cette méta-analyse, mais qui peut être intéressant aussi, c'est des conséquences comportementales en termes de pratiques sportives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait il y a quelques années et où on avait pu montrer que le niveau de burn-out des athlètes en pôle espoir avait une répercussion sur le niveau auquel ils allaient jouer 6 ans plus tard. Et en fait, il y avait un lien assez fort. Ceux qui avaient les symptômes les plus élevés de burn-out étaient ceux qui étaient le plus enclins à avoir arrêté leur pratique ou à jouer à petit niveau, alors qu'à l'inverse, ceux qui avaient les niveaux le plus bas de burn-out quand ils étaient en pôle espoir étaient ceux qui étaient le plus enclins d'avoir joué au niveau national, voire international. Donc on a aussi des conséquences au niveau des comportements de performance et de l'abandon de la pratique. Donc une fois qu'on a dressé ce portrait, avant de pouvoir s'intéresser à comment est-ce qu'on va intervenir pour essayer de limiter le burn-out, on va s'intéresser à qu'est-ce qui cause ce burn-out. Donc au niveau du burn-out sportif, si on essaye de synthétiser un peu toute la littérature, il y a un modèle qui est intéressant dans les propositions qu'il a faites pour classer un petit peu les différentes causes du burn-out sportif. C'est un modèle qui date de 2011, donc il est assez ancien. Et dans ce modèle-là, les auteurs ont identifié un certain nombre d'antécédents, donc c'est les conditions qui peuvent déclencher le burn-out. Ils ont aussi mis en évidence des signes précoces, donc ce qui va pouvoir alerter sur le fait qu'il y a un risque qui est du burn-out, qui sont forcément intimement liés au burn-out. Et ils ont aussi identifié des facteurs de vulnérabilité, ce qui va rendre plus fragile ou plus susceptible d'être en burn-out, et aussi un sentiment d'être piégé, donc le fait qu'on est dans une situation où on ne peut plus faire marche arrière et on est engagé dans une pratique et même si on ne se sent pas bien, on continue. Et dans ce modèle, le dernier point, c'est celui qu'on vient de voir, c'est les conséquences de tout ça. Alors comme je dis, ce modèle il date de 2011, donc plutôt que de vous présenter ce qui était proposé à ce moment-là, ce que je propose aujourd'hui, c'est en fait d'enrichir ce modèle avec l'ensemble de la littérature qui a été réalisée depuis. Donc l'idée c'est de compléter un peu leurs propositions pour avoir une vision assez détaillée. Alors, je vais aller assez rapidement, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce modèle-là, mais n'hésitez pas après, si vous voulez revenir sur certains éléments, sur les liens plus précis entre certaines variables, on aura l'occasion d'en discuter, parce que si je vous présentais vraiment tout en détail, je fais un cours de 10 heures sur le burn-out et on n'a pas le temps. Donc au niveau des antécédents, ce qui a été mis en évidence, les conditions un peu qui peuvent déclencher le burn-out, c'est l'excès d'entraînement,
C'est aussi tout ce qui est à côté de l'entraînement sportif. Il y a beaucoup de travaux qui ont porté sur les jeunes qui sont dans les structures d'accès au niveau et il y a cette supposition aussi que les contraintes, les exigences que l'on a dans les autres domaines de notre vie, ça peut jouer sur notre burn-out sportif. Les études notamment quand on est dans le double projet, mais il y a aussi des athlètes qui ne sont pas des athlètes professionnels, qui sont des athlètes de haut niveau mais qui doivent travailler à côté et donc ça joue aussi sur leur niveau de burn-out. Tout ce qui est lié aussi aux conflits ou aux tensions à l'intérieur du sport. Donc là, ça peut être avec le groupe d'entraînement, avec l'entraîneur, avec le staff, etc. Alors, il y a des travaux aussi qui portent sur la pression médiatique aussi, qui peut avoir un impact. Le manque de repos ou de récupération. Et ce qui a aussi été montré, c'est la notion de succès trop rapide, ou en tout cas tous les travaux liés à la spécialisation précoce. Les jeunes qui rentrent dans le sport très tôt, réussissent très tôt et du coup sont ceux aussi qui vont être dans des conditions plutôt favorisantes pour connaître le burn-out. Alors au niveau des signes précoces, là c'est ce qu'on va pouvoir commencer à observer et qui va être intimement lié aux symptômes de burn-out. Donc une perte de motivation qu'on va pouvoir voir, qui va laisser supposer que voilà, le burn-out commence à être une problématique. Les frustrations face aux échecs, donc ça c'est des sportifs qui ont des réactions émotionnelles des fois un peu fortes face aux échecs qu'ils peuvent vivre. L'impression de perdre le contrôle, le sentiment qu'on n'est plus maître de ce qui se passe pour nous, des baisses de performance et des émotions négatives qui deviennent de plus en plus intenses chez les individus. Donc ça on a vu que ça va être lié au burn-out et ce qui est important ici, c'est bien cette double flèche, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose de réciproque. Plus le burn-out augmente et plus ces signes précoces vont s'intensifier. Donc là, on a vraiment un cercle vicieux. Donc dans le burn-out, si je reprends un petit peu ce que je vous ai dit avant, on peut avoir tout ce qui est la notion d'épuisement sur les 3 dimensions, ce sentiment d'échec ou de pas avancer dans la pratique et la prise de distance ou le détachement mental. Alors, dans ce modèle-là, comme je disais, il y a des facteurs protecteurs qui ont été proposés. Donc, dans le modèle original, il y en avait 6 ou 7, il me semble. Aujourd'hui, on est sur une littérature vraiment foisonnante sur les prédicteurs du burn-out, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux qui sont intéressés à qu'est-ce qui fait qu'on va être en burn-out. Et donc, j'ai essayé de les regrouper un petit peu en grandes catégories pour que ce soit un peu plus lisible et que ça parte pas trop dans tous les sens. Mais dans les facteurs protecteurs, on va avoir des facteurs qui vont se situer au niveau social ou relationnel. Par exemple, quand on est dans un environnement axé sur l'effort et l'apprentissage, quand on a de bonnes relations avec l'entraîneur, donc là ça fait référence à des travaux qui portent sur la qualité de la relation entraîneur-entraîné, et quand on a aussi du soutien dans le double projet. Par exemple, nous, on a regardé ici à Grenoble on va dire les bénéfices de soutien dans les sports et les études et comment ça peut avoir un effet positif pour prévenir le burn-out. Au niveau émotionnel et psychologique, donc là on va retrouver plusieurs choses. Il y a pas mal de travaux qui sont intéressés à la notion de perfectionnisme et qui montrent qu'en fait quelqu'un qui aurait un perfectionnisme qui est orienté vers soi, donc est vraiment centré sur des exigences internes, c'est moi qui mets les exigences et qui est cette tendance à vouloir les atteindre, ça peut être protecteur. On verra par la suite les facteurs qui sont à l'inverse pas protecteurs et du coup les types de perfectionnisme qui seraient moins favorables. La notion de passion a aussi été pas mal examinée avec l'idée que si notre passion pour le sport est une passion équilibrée et saine, ça peut aussi protéger du burn-out. Il y a aussi pas mal de travaux sur la notion de gestion des émotions, pleine conscience, et qui montrent que ça peut aussi avoir un effet protecteur. Et on a aussi toutes les variables émotionnelles, donc quand on est sur des émotions positives quand on pratique ou du plaisir dans la pratique, et les stratégies pour gérer le stress, donc ça c'est toutes les stratégies de coping qui seraient plutôt adaptées pour gérer le stress dans l'environnement sportif. Et puis après on va avoir des facteurs un peu plus motivationnels, la satisfaction des besoins, donc d'autonomie, de compétences, d'affiliation, donc ça c'est vraiment quand je sens que dans mon sport je peux être à l'origine de certains choix, quand je sens que je progresse ou je vois que j'ai une certaine compétence. Et l'affiliation, c'est quand je sens que je suis connectée avec les personnes avec lesquelles j'interagis dans mon sport. Donc ça, ce sont des facteurs protecteurs.
Et après, il y a aussi tout ce qui est motivation autonome. Donc là, c'est plutôt quand on pratique, soit pour des raisons très internes, vraiment pour le plaisir à pratiquer, qu'on arrive vraiment à être sur ces motifs de pratique, ou alors dans des motivations qui sont un peu plus intégrées, c'est-à-dire il y a des formes de pression externe, mais que l'individu arrive à intégrer à l'intérieur de lui. Alors, en parallèle de ces facteurs protecteurs, il y aura des facteurs de vulnérabilité. De la même façon, je les ai regroupés pour essayer de rendre ça un peu plus lisible. Donc, on va retrouver, alors souvent c'est un peu en miroir aussi sur certains, parce que à chaque fois dans les conceptualisations, il y a des versants positifs et négatifs. Au niveau social et relationnel, et ben là on va retrouver la notion de perfectionnisme socialement prescrit. Donc là, c'est plutôt quand les exigences elles viennent d'autres personnes qui nous incitent vraiment à atteindre ce haut niveau d'exigence. Quand on a peu de soutien social dans l'environnement sportif, quand on a aussi des pressions ou quand on ressent un besoin de validation de la part de notre entourage, quand on a des difficultés à concilier notre double projet, sport-études ou sport-travail si c'est le cas, et les entraîneurs qui peuvent être trop autoritaires. Au niveau émotionnel et psychologique, donc là on va retrouver des traits de personnalité de l'individu. Par exemple, les individus qui ont cette tendance à être anxieux de manière constante, quel que soit le domaine. Donc là, je ne parle pas de l'anxiété pré-compétitive qui est très situationnelle, mais je parle vraiment de cette tendance de l'individu à vivre un peu toutes les situations comme des situations potentiellement menaçantes. Quand on a une estime de soi qui est vraiment liée aux performances, on est vraiment sur si je réussis une compétition, alors j'ai de la valeur, et puis si je la réussis pas, j'en ai pas. Après, au niveau de la passion, on a la passion qui est moins positive, c'est quand on a une passion obsessionnelle ou envahissante pour le sport. Au niveau de l'identité, donc certains travaux qui montrent que quand on a une identité qui est vraiment centrée uniquement sur le sport, ça peut être aussi un facteur de vulnérabilité. Et après, au niveau de la motivation, un manque d'autonomie dans la pratique. Quand on est vraiment sur plutôt être sur des objectifs vraiment de performance ou très orientés sur l'ego, plutôt que de se référer à des objectifs plutôt de progression, de maîtrise, voilà, les objectifs tournés vers les résultats. Donc là, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le burn-out. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'entre eux où, quand on est vraiment sur des perspectives très appliquées dans la pratique, il y a des leviers d'action sur lesquels on peut jouer. Et il y en a d'autres après qui font plus appel à la personnalité de l'individu et de comment il se définit. Et là, c'est des fois, en tant que staff sportif, c'est un peu plus compliqué d'intervenir. Alors tous ces facteurs, vont aussi avoir des conséquences. Donc je vais aller très vite parce qu'on l'a vu avant, mais on est vraiment sur ces répercussions durables. Donc l'abandon, ça c'est quelque chose qui est assez présent. Les performances, les troubles émotionnels, tous les comportements à risque, la diminution de la vitalité, de la qualité de vie, et à ne pas négliger les problèmes aussi physiques. Donc une fois qu'on a vu tout ce modèle et tous ces facteurs qui peuvent venir jouer, on peut se poser la question sur comment intervenir, comment prévenir, en fait, éviter que le burn-out apparaisse quand on est dans le contexte sportif. Alors cette question de la prévention, c'est une question qui est centrale sur le terrain, et pourtant aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on a peu de preuves scientifiques disponibles. Alors si on regarde un petit peu la littérature, pour moi, il y a 3 interventions qui ont été testées scientifiquement. Alors après, quand on regarde, il y en a d'autres en fait qui ont été testées mais qui n'ont jamais été publiées, donc elles manquent de cette validation scientifique. Mais voilà, on a 3 interventions qui ont été testées. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu ce qui est proposé dans ces interventions-là, de vous donner les limites des interventions parce qu'il y en a, et après aussi de vous proposer quelques pistes autres pour la prévention du burn-out, en dehors de ce qui a été validé ici. Alors la première intervention, elle est intéressante parce qu'elle a plutôt questionné le rôle de l'entraîneur, donc le rôle du contexte social, et les auteurs en fait ont essayé de proposer une formation aux entraîneurs destinée à prévenir le burn-out chez les athlètes. Donc dans cette étude, ils avaient 3 entraîneurs dans un groupe expérimental et 3 entraîneurs dans un groupe contrôle, donc celui auquel ils vont comparer les résultats. Ce qu'ils ont proposé, donc aux 3 entraîneurs qui étaient dans le groupe expérimental, ils leur ont proposé de travailler autour de stratégies
qui sont des stratégies qu'ils peuvent mettre en place à l'entraînement, destinées à augmenter le soutien de l'autonomie et à diminuer les styles qu'on appelle contrôlants. Ça veut dire, en gros, comment en tant qu'entraîneur, je vais pouvoir être dans un style d'entraînement qui va vraiment mettre l'accent sur la progression, la maîtrise et un peu moins sur la comparaison sociale et la performance. Donc, pour travailler autour de ces stratégies, ils ont proposé aux entraîneurs des réunions tous les 15 jours. Donc, tous les 15 jours, pendant la saison sportive, ils avaient un temps de travail avec les entraîneurs. Et ils ont aussi utilisé un manuel de 68 pages dans lequel il y avait ces stratégies qui étaient décrites. Alors, cette première intervention, elle est intéressante parce que quand on regarde, l'intervention a eu un effet préventif sur le burn-out des joueurs. Donc là, on est en foot, avec une interaction en fait entre le temps de l'intervention et le groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence dans le temps entre le groupe intervention et le groupe contrôle, et qui est en faveur du groupe intervention, dans le sens où les athlètes qui étaient avec les entraîneurs formés ont eu des niveaux de burn-out plus faibles que les athlètes qui étaient avec les entraîneurs du groupe contrôle qui n'étaient pas formés. Donc ça va être intéressant parce qu'on voit que déjà, au niveau de la formation des entraîneurs, on a déjà des leviers d'action pour essayer de prévenir le burn-out. Alors je vais quand même nuancer un petit peu ce résultat, même s'il est intéressant et qu'il est positif. On voit quand même qu'on a un nombre de participants entraîneurs qui est quand même assez limité. 3 dans chaque groupe. Dans l'idéal, il faudrait retester cette intervention avec un échantillon d'entraîneurs plus important, peut-être dans d'autres disciplines sportives, pour voir aussi si on a un effet. La deuxième stratégie qui a été testée scientifiquement, c'est une intervention qui est basée sur l'autorégulation. Et donc là, c'est plus au niveau des athlètes. Et donc eux, ils se sont intéressés à des sportifs de niveau universitaire. Donc ils ont travaillé autour de cette autorégulation, qui est vraiment cette capacité des athlètes à gérer, contrôler leurs émotions, leurs comportements et leurs pensées de manière proactive pour atteindre les objectifs qui sont fixés et maintenir leur bien-être. Donc là, ils ont proposé cette intervention à 8 sportifs, donc 4 hommes, 4 femmes, dans des disciplines assez variées. Et eux, ils se sont intéressés à des sportifs qui avaient des niveaux plutôt élevés de burn-out. Alors plutôt élevés, 3 sur 5, c'est pas tout en haut. Mais déjà, quand on est... il faut savoir par exemple la question de... la dévalorisation du sport, par exemple, c'est vraiment une question où on va demander à l'athlète, on va lui dire je n'ai plus du tout envie de pratiquer, ou je sais même plus pourquoi je fais ce sport. Quelqu'un qui répond déjà 3, donc ça veut dire que il répond ça m'arrive quand même fréquemment, c'est déjà assez inquiétant. Cette intervention, elle s'est déroulée sur une saison sportive complète, et les auteurs ont proposé en fait des séances, donc en face à face avec les athlètes concernés. Donc il y a eu 7 à 9 fois des séances bi-hebdomadaires individuelles. Alors pourquoi 7 à 9 fois? Parce qu'en fonction des sports, les saisons étaient plus ou moins longues. Donc comme ils ont fait sur une saison sportive, pour certains sports c'était 7 fois 2 séances dans la semaine, et dans d'autres c'était 9 fois. Alors le contenu de cette intervention-là, il est résumé de cette façon-là par les auteurs. C'est qu'en fait, à chaque fois, avec les athlètes, ils ont débuté par « Ok, comment souhaites-tu te sentir ?» Donc là, l'idée, c'était que les athlètes puissent réfléchir à comment je vais me sentir physiquement, comment je vais me sentir mentalement, émotionnellement, socialement, dans des contextes et des situations variées. Donc en lien avec le sport, forcément, puisque c'est l'objectif de cette intervention-là. Mais voilà, ils identifiaient plusieurs situations. À cette compétition, je voudrais me sentir comme ça, etc. À partir de ça, ils ont eu la phase de préparation. Donc préparation, les athlètes devaient réfléchir à comment est-ce qu'ils peuvent développer, ou en tout cas quelles compétences ils peuvent développer, ou comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place des stratégies qui vont leur permettre de se sentir comme ils le souhaitent dans les situations qui ont été identifiées. Ensuite, ils ont aussi réfléchi à quels obstacles ils pourraient rencontrer. C'est-à-dire quand j'ai envie de me sentir comme ça, quels sont les obstacles que je peux rencontrer. Ça peut être des obstacles internes, donc sur ma façon de fonctionner, ou externes liés à des événements qui ne sont pas liés que je peux pas forcément contrôler. Et donc, on essaye d'identifier tous ces obstacles et d'accepter que ces obstacles puissent exister. Et ensuite, ils devaient revisiter comment ils souhaitent se sentir au regard de ces obstacles. Donc, en gros, ils devaient après qu'il y a eu un obstacle, quelles sont les stratégies, celles que j'ai déjà identifiées,
ou de nouvelles stratégies que je peux mettre en place pour me sentir comme je souhaite me sentir. Alors, dans cette intervention-là, on a eu un effet de l'intervention sur le sentiment d'accomplissement réduit et l'épuisement qui était significatif, pas sur la dévalorisation du sport. Donc là aussi, c'est un résultat intéressant. Ça veut dire que les athlètes, les 8 athlètes qui étaient dans cette intervention, ont eu une diminution sur ces 2 symptômes du burn-out au cours de la saison. Par contre, ce qui est assez limitant dans cette intervention-là, c'est qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc, on ne peut pas savoir si cette diminution, c'est une diminution naturelle liée à l'évolution des sportifs au cours de la saison ou si cette diminution, elle est vraiment liée à ce qui a été proposé dans l'intervention. Donc là, encore une fois, c'est intéressant parce que les stratégies qui ont été utilisées, elles peuvent être remobilisées sur le terrain. Maintenant, ça nécessiterait encore une fois d'être retestées avec un groupe contrôle pour s'assurer que cette intervention est bien efficace pour diminuer le burn-out. Et aussi, si on pouvait augmenter un peu le nombre de participants pour qu'on ait une meilleure représentativité aussi, ça pourrait être intéressant. La dernière intervention qui a été testée scientifiquement que je voulais vous présenter, c'est une intervention qui s'est basée plutôt sur la pleine conscience. Donc là, c'est vraiment tout un ancrage sur la gestion du stress et en quoi ça peut vraiment limiter le niveau de burn-out. Donc, au niveau des participants, donc là on avait bien un groupe expérimental, un groupe contrôle, assez équilibré avec 23 sportifs dans l'un, 27 dans l'autre. Donc c'est assez intéressant parce que on dépasse un peu les limites de la précédente intervention. Et celle-ci, c'est une intervention qui avait une durée de 12 semaines, donc sur 3 mois, les sportifs ont travaillé autour de la pleine conscience. Alors sur ces 12 semaines, il y a eu plusieurs phases d'intervention. La première période qui a été proposée, en fait, vous verrez qu'il y a 4 périodes qui ont été faites, donc c'est à peu près 3 semaines à chaque fois. Donc là, les athlètes avaient un travail à faire 5 fois par semaine, donc c'est une intervention qui est assez quand même soutenue en termes de nombre de séances. Et dans ces 5 fois par semaine, ils devaient faire le matin un body scanning, donc ça c'est vraiment des techniques de mindfulness. Donc comme pour essayer de cadrer un peu ces techniques-là, ils ont proposé de s'appuyer sur des audios existants. Donc les athlètes, ils avaient un audio de 13 minutes à écouter et à faire cette séance de body scanning. Et le soir, il devait faire une méditation assise avec un focus sur la respiration, avec là aussi le soutien d'un audio de 10 minutes. Donc l'objectif de cette première période, c'était vraiment plus déjà de s'entraîner à la mindfulness avant vraiment de travailler avec la mindfulness. Donc là, c'était vraiment conserver la concentration, conserver son focus sur des périodes qui sont assez longues. Pour ceux qui ont déjà testé, en fait, faire 13 minutes de respiration guidée ou de relaxation ou de séance de mindfulness, ça demande déjà un certain entraînement. Sur la deuxième période, donc là, ils ont baissé un petit peu au niveau de la régularité, c'est-à-dire qu'il y avait 3 séances par semaine. Le matin, c'était beaucoup plus rapide. Ils étaient sur un body scan comme sur la séquence précédente, mais de 3 à 5 minutes. Et là, ils devaient le faire sans audio. Donc à partir de ce qu'ils avaient écouté sur la première phase, ça leur avait donné des guides pour pouvoir créer leur propre séance de body scan. Et le soir, ils avaient par contre un body scanning beaucoup plus long avec un audio de 30 minutes à écouter. Donc là, l'idée, c'était progressivement d'arriver à s'habituer à méditer individuellement, sans avoir un audio ou un guide, et arriver à travailler sur l'intensité, la direction du focus attentionnel. Donc là, c'est des techniques de mindfulness qui sont assez traditionnelles. Période 3, donc là, ils avaient tous les jours des choses à faire, sauf le week-end. Le lundi et le vendredi, donc ils avaient une séance de body scanning avec les 30 minutes d'audio. Le mardi et le jeudi, une méditation avec un focus respiratoire de 6 minutes. Et le mercredi, un body scanning avec 13 minutes d'audio. Donc là, c'était l'idée de continuer à s'entraîner à différentes compétences de pleine conscience pour, in fine, sur la dernière période, arriver à réaliser leurs propres entraînements de manière individuelle. Donc là, on leur donnait comme consigne de faire 90 minutes d'exercice de mindfulness par semaine. Et en fait, ils pouvaient s'appuyer sur ce qu'ils avaient fait avant pour créer leur propre programme en fonction de ce qu'ils avaient peut-être plus apprécié ou ce dans quoi ils sentaient que c'était plus efficace. Donc là, c'est vraiment maintenir le niveau de mindfulness en termes de volume et apprendre à faire son propre plan d'entraînement à la mindfulness.
Donc cette intervention, là encore une fois, c'est assez intéressant parce qu'on a un effet temps fois groupe sur le burn-out global qui est positif. Si on regarde les détails de cette intervention, en fait cet effet on le retrouve sur chacune des 3 dimensions. Donc je ne l'ai pas précisé parce qu'on a cet effet qui est sur l'ensemble des dimensions et sur le burn-out global. Donc ça semble être une stratégie intéressante à mettre en place pour les athlètes. Ça demande un peu d'investissement en dehors des entraînements et un peu d'autonomie aussi pour les athlètes, d'où l'intérêt d'avoir vraiment ces périodes un peu d'apprentissage avant d'être vraiment laissé en autonomie. Et là encore une fois, alors même si on a un peu plus de participants que sur les interventions précédentes, le nombre est un peu limité, donc ça mériterait d'être retesté avec des sportifs qui ont des caractéristiques différentes et pour s'assurer que ça fonctionne vraiment. Donc là, c'est les 3 interventions, on va dire, qui sont validées scientifiquement. Alors, on a d'autres pistes sur l'intervention, malheureusement qui ne sont pas encore testées scientifiquement, donc qui ne sont pas validées scientifiquement, mais pour lesquelles on a des pistes de prévention prometteuses. Notamment, il y a, donc là c'est assez récent, il y a un modèle qui est en train ou est sorti récemment, je ne sais plus exactement, mais qui porte vraiment sur l'apport des thérapies cognitivo-comportementales sur la prévention du burn-out. Alors ça, c'est des stratégies qui ont été montrées comme étant efficaces dans le contexte professionnel. Donc on peut supposer que ça peut fonctionner aussi dans le contexte sportif. Donc ces thérapies cognitivo-comportementales, c'est vraiment des thérapies qui s'appuient sur des processus de modification de pensée pour avoir des comportements adaptifs. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu au niveau de l'autorégulation sur certains points. Et au niveau des autres pistes prometteuses, on a tout ce qui va être autour de l'ajustement de la charge de travail et de la récupération physique et mentale. Alors, au niveau de la récupération, je vais donner quelques indications supplémentaires parce que c'est un des sujets sur lesquels on travaille actuellement ici à Grenoble. Donc, je suis un peu plus à l'aise que sur les thérapies cognitivo-comportementales que je ne pratique pas et que je ne maîtrise pas. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, au niveau de la récupération, aujourd'hui, dans le contexte sportif, la récupération et son importance n'est plus à démontrer. On a quand même, depuis quelque temps, pas mal de preuves qui montrent que travailler autour de la récupération, c'est intéressant et ça va vraiment avoir des répercussions sur différents domaines, la performance, aussi la protection au niveau physique des blessures, etc. Alors si on prend par exemple sur le site de la Fédération française de rugby, ils ont un certain nombre d'éléments qui sont donnés à destination des staffs, des entraîneurs, qui sont assez intéressants. Et notamment quand on regarde sur la récupération, ils proposent des stratégies de récupération qui peuvent être utilisées avec les athlètes. Alors ces stratégies, elles sont très intéressantes. On va retrouver la nutrition, la réhydratation, le repos. Donc ça, c'est des stratégies qui effectivement sont pertinentes. Mais ce qu'on voit pas trop dans cette infographie-là, c'est la notion de récupération mentale. Et en fait, la récupération mentale dans le burn-out, elle va être super importante parce qu'elle va être vraiment elle va vraiment permettre justement de travailler sur ces exigences du contexte compétitif et comment est-ce qu'on arrive à y faire face. Donc la récupération mentale, c'est la capacité à se déconnecter mentalement des activités liées au sport pendant les périodes de repos. Cette capacité à mettre de côté ce qui est lié à notre pratique sportive pour vraiment récupérer mentalement. Et donc cette déconnexion, ça implique de ne pas penser aux exigences et aux tâches sportives lorsqu'on est en dehors de sa pratique. Dans le contexte du rugby, je reprends ça parce qu'il y avait ces stratégies qui étaient proposées. Et en fait, on voit que ce détachement mental, c'est une réalité. Ça veut dire que, par exemple, j'ai retrouvé un extrait de cet article où ils ont fait des interviews avec des joueurs de très haut niveau et où, justement, il y a un athlète qui dit que voilà, j'ai été sur mes premières vacances sans rugby pendant 5 ans. Donc c'est dans le contexte professionnel, on se dirait pas de vacances pendant 5 ans, c'est assez lourd. Donc là, c'est 5 ans avec du rugby tout le temps. Et ça m'a permis le switch off. Donc ça, c'est vraiment le terme clé quand on parle de détachement mental. C'est vraiment, j'éteins la lumière, j'éteins tout ce qui est lié au sport et je me déconnecte. Et donc, ce switch off là, ça m'a vraiment permis de me détacher des demandes un peu cognitives, émotionnelles du rugby, et ça a permis la récupération. Donc ça, c'est des stratégies où on peut supposer
que ça serait intéressant d'avoir un test scientifique de leur efficacité. On y travaille et ça peut avoir un impact plutôt intéressant. Alors, pour finir sur cette récupération, comme on a travaillé un peu dessus, on a quelques recommandations sur comment on fait pour se détacher mentalement. Donc, parler de choses différentes du sport quand on n'est pas dans la pratique. Donc, c'est intéressant dans ce cas-là de développer un réseau social qui n'est pas fait que de personnes qui sont dans le contexte sportif, mais aussi de personnes extérieures. Ranger toutes les affaires qui vont faire penser au sport quand on n'est pas dans la pratique. Donc, par exemple, si on pense aux étudiants sportifs de haut niveau qui rentrent chez eux, qui ont des petits apparts et il y a les baskets, la crosse de hockey qui traînent dans le salon, ça rappelle toujours systématiquement au sport. Donc, ça peut être intéressant de se dire, ça, je le mets de côté, mais même physiquement, en fait. S'éloigner si possible du lieu de pratique, en dehors des entraînements et des compétitions. Si je sors le week-end, je vais pas faire le tour du stade, je vais plutôt aller dans la montagne, loin de ce qui va me faire penser à mon sport. Rencontrer des personnes extérieures au sport, ça j'en ai parlé. Et développer aussi d'autres activités que l'on peut pratiquer en dehors du sport, qui sont intrinsèquement motivantes. La lecture, la cuisine, la guitare, ce que vous voulez, mais qui va vous permettre vraiment d'avoir des moments off où on pense pas au sport. Donc ces stratégies-là, on les a quand même pré-testées. On n'a pas validé ce test qu'on a fait parce que en termes de méthodologie, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas avoir une preuve scientifique, mais en tout cas, le pré-test qu'on a fait sur les joueurs de hockey semblait être quand même plutôt positif. Pour ceux qui avaient vraiment participé à l'intervention où on leur proposait ces stratégies de détachement, il y avait quand même un ressenti positif, un effet récupérateur qui était démontré. Donc, pour conclure, le burn-out, comme vous l'aurez vu, c'est une problématique qui est complexe, qui dépasse juste la notion de fatigue. Ça va impacter la performance, le bien-être des athlètes. Au niveau des stratégies, pour moi, il y a différentes choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent être mobilisées. La formation des entraîneurs, qui semble être particulièrement intéressante. On pourrait aussi proposer des formations qui ne reposent pas uniquement sur le soutien de l'autonomie, mais aussi sur des choses plus larges. Et des pistes qui, aussi au niveau de l'athlète, peuvent être intéressantes, l'autorégulation, la pleine conscience et l'adaptation des charges d'entraînement et la récupération. Donc ces différentes approches, avec à la fois cette connaissance de ce gros modèle où il y a ces facteurs un peu de vulnérabilité, ces facteurs qui vont déclencher le burn-out, c'est vraiment des pistes intéressantes à l'avenir pour promouvoir le burn-out et permettre vraiment aux athlètes d'avoir cet équilibre dans leur pratique et de pouvoir perdurer en termes de performance tout en étant bien aussi mentalement. Voilà. Du coup, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Thank you.